Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une source assez incroyable, un livre ancien qui s'appelle Dollars and Cents. Bonjour. Oui, et rien que le titre donne le ton. Exactement. En lisant La table des matières, on comprend tout de suite que c'est un guide pour réussir sa vie, mais écrit à une époque où la vision du monde était radicalement différente. C'est ça. Notre mission, c'est d'aller chercher dans ces pages les leçons sur la richesse, sur le succès qui étaient prônés à l'époque, et de voir ce qui nous parle encore, et ce qui franchement nous semble complètement dépassé. Et il y a de quoi dire. Ah oui, on a des conseils pratiques, des anecdotes vraiment savoureuses, et des portraits d'hommes qui étaient vus comme des héros de la réussite. C'est un vrai voyage dans le temps. Et ce qui est frappant, mais vraiment dès les premières lignes, c'est la philosophie du livre. Elle est d'une dureté. On n'oserait plus écrire ça aujourd'hui. Ah non, c'est clair. L'auteur nous dit d'entrée que la règle du jeu, c'est root hog or die. Une expression qui veut dire en gros « débrouille-toi ou crève ». Exactement. La terre-mère y est décrite comme hostile, indifférente, prête à nous geler, nous brûler, nous affamer. Pas du tout l'image de la mère nourricière. C'est d'une noirceur incroyable. On est à des années-lumière des messages de bienveillance qu'on entend partout aujourd'hui. Tout à fait. Le livre dit clairement « rien ne nous est dû ». La nature ne va pas nous habiller ni nous loger. Il faut se battre pour le moindre bout de pain. Et ça s'arrête pas là, non. Ça s'applique aussi aux humains entre eux. Voilà. La fameuse maxime « le gros poisson mange le petit ». C'est presque choquant à lire. C'est une perspective très compétitive, quasi darwinienne, qui était très courante à l'âge d'or américain. L'idée, c'est que le succès, c'est pas une question de chance. Ni d'aide extérieure. Non, c'est le résultat d'une lutte acharnée, contre tout. Et c'est dans ce contexte que le livre commence à donner ses règles du jeu. Et la toute première règle, c'est ça qui est surprenant, avant même de parler d'argent, il parle de vocation. Ah oui, c'est intéressant. Il s'attaque très violemment aux parents qui imposent une carrière à leurs enfants, sans tenir compte de leurs aptitudes. Il y a cet exemple d'un père avec 5 fils. Oui, je l'ai noté aussi, il est excellent. Il décrète: je ferai de Billy un ecclésiastique, de John un avocat, de Tom un médecin et de Dick un fermier. Et le cinquième. Le cinquième, Samy, il sera orfèvre. Et la raison, juste parce que c'est un métier distingué. C'est fou. L'auteur, qui est en fait P.T. Barnum lui-même, insiste sur le fait qu'on a tous des cerveaux différents, des inclinations naturelles. Il se prend lui-même en exemple. Oui, il se moque de lui-même en disant qu'il a une aversion totale pour la mécanique. Il dit « Je n'ai jamais eu assez d'ingéniosité pour tailler un robinet de cidre sans qu'il fuit ». C'est très imagé. Son message est simple. Forcer quelqu'un dans une voie pour laquelle il n'a aucun talent, c'est la recette pour l'échec. Il parle de ce forgeron savant qui est un linguiste extraordinaire et qui aurait dû être professeur de langue. Voilà. Et inversement, certains avocats ou médecins auraient été de bien meilleurs forgerons. C'est fascinant. Suivre sa nature, ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est la base de la réussite financière. Exactement. Ne luttez pas contre votre nature, utilisez-la. C'est un avantage compétitif. Une fois qu'on a ça, le livre passe à des principes très concrets. Et le premier, c'est la concentration. Un classique. Le conseil est très direct. Ne dispersez pas vos pouvoirs. En gros, choisis une seule affaire et tiens-t'y. Il utilise l'image du marteau qui frappe toujours le même clou et la mise en garde contre le fait d'avoir trop de fer au feu. C'est un conseil qui reste intemporel, c'est vrai, mais qui est aussi débattu aujourd'hui. Ah oui. Bah oui, on oppose souvent le spécialiste à l'expert généraliste. Barnum, lui, était clairement pour la spécialisation à outrance. L'idée, c'est que si ton esprit est concentré sur un seul objectif, il te suggère constamment des améliorations. C'est logique. Et à côté de ça, il y a l'importance du système. Oui, l'organisation. Une personne qui fait des affaires selon des règles, avec un temps et une place pour chaque chose, accomplira 2 fois plus de travail. Avec la moitié de la peine. C'est un plaidoyer pour l'organisation, la ponctualité. C'est l'ancêtre des méthodes de productivité modernes, en fait. Totalement. Mais là où on sent vraiment sa patte, sa personnalité, c'est sur la publicité. Ah, là on est dans son domaine de prédilection. Et il raconte une anecdote qui résume tout son génie. Il l'appelle la grande publicité de la brique. Racontez-moi ça, c'est un de mes passages préférés. Pour attirer l'attention sur son American Museum à New York, il engage un homme au chômage pour une tâche très étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Il lui donne 5 briques, des briques ordinaires, et il lui dit Allez, posez une brique sur le trottoir au coin de Broadway et Ann Street, « D'accord ?» une autre près du musée, une troisième en diagonale au coin de Broadway et Vesey Street, et une quatrième devant l'église Saint Paul.
Ok, donc il balise un périmètre. Voilà. Ensuite, avec la 5e brique en main, tu fais le tour de ces 4 points en échangeant ta brique à chaque endroit et tu ne dis rien à personne. Et la consigne, cruciale. Avoir l'air très sérieux et sembler sourd. Le but était de créer un mystère complet. C'est génial. En quelques heures, des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Elles se demandaient ce que cet homme pouvait bien faire. J'imagine la scène à New York. La foule a fini par bloquer la rue, la police est intervenue, mais l'homme continuait sa ronde, imperturbable. Et les gens, curieux, Ils finissaient par entrer dans le musée de Barnum pour demander ce qui se passait. Et donc, ils payaient leur entrée. c'est un coup de génie absolu. Il a fabriqué de la curiosité à partir de rien. C'est la définition du marketing viral, bien avant l'heure. Et ce sens du spectacle, cette envie de jouer avec les gens, il l'appliquait partout. Il adorait faire des blagues, des canulars. Comme scène du Chapelier. Exactement. L'histoire du chapelier Walter Dibble. Dans son magasin, Barnum vendait des fourrures, dont une appelée Rochia. Oui, Un jour, le chapelier en demande, mais Barnum n'en a plus. Alors, pour s'amuser, il lui dit que sa logeuse, Madame Wheeler, en a des centaines de livres. sauf qu'il y a un jeu de mots. Voilà le piège. La logeuse et sa fille s'appellent toutes les deux Geruchia, surnommée Rochia. Il y a donc une vieille Rochia et une jeune Rochia. Ah non, je vois venir la catastrophe. Le quiproquo est inévitable. Le pauvre chapelier fonce chez Madame Wheeler et annonce « Je veux votre Russia ». La pauvre phrase. Elle pense qu'il parle de sa fille, elle est choquée. « Que voulez-vous faire de Russia ?» Et lui, très sérieux, « Pour faire des chapeaux ». C'est terrible. La conversation a dû devenir complètement surréaliste. Absurde. Jusqu'au moment où il demande le prix de la vieille Russia à la livre. Là, c'en est trop. Les femmes, pensant être insultées, menacent d'appeler leur frère pour lui casser la figure. Et le chapelier s'enfuit, persuadé d'être tombé chez des folles. Cette histoire, au-delà de l'humour, montre un trait de caractère de Barnum. Il adore être le marionnettiste. Il crée des situations où les gens perdent leurs repères. C'est vrai, il se positionne toujours comme le maître du jeu. Mais il n'a pas toujours été aussi confiant. Il y a une autre histoire plus touchante. Ah, laquelle? Sa toute première visite à New York quand il avait 12 ans. Sa mère lui avait donné $1. Une petite fortune à l'époque pour un enfant. Il a tout dépensé en une semaine dans un magasin de jouets. Un pistolet, des pétards, une montre, une broche, une toupie, un couteau. La totale. Il a même fini par échanger ses mouchoirs et une paire de chaussettes contre des bonbons au caramel. Et le retour à la réalité a dû être brutal. Terrible. Ses frères et sœurs étaient déçus, il ne leur avait rien ramené. Et quand sa mère a découvert les vêtements manquants, Fessé. Fessé et au lit. Il conclut lui-même. Ainsi se termina sans gloire ma première visite à New York. C'est une façon très humaine de montrer les débuts modestes, et ça rend le personnage plus accessible. Ce n'est pas un génie né des affaires, c'est un gamin qui a dû apprendre la valeur de l'argent à ses dépens. C'est cette idée qu'on apprend de ses échecs qui est au cœur du mythe du self-made man. justement, la dernière partie du livre, c'est une sorte de panthéon, une galerie de portraits d'hommes qui ont réussi. Ah oui, et qui trouve-t-on dans cette liste? La liste est un véritable panthéon de l'Amérique du 19e siècle. Abraham Lincoln, homme d'État, patriote, président. Rien que ça. Ulysses S. Grant, le général. Cornelius Vanderbilt, le capitaliste. Elias Howe, l'inventeur de la machine à coudre. Samuel Morse. Ce qui est frappant dans tous ces portraits, c'est le thème récurrent du self-made man, l'homme parti de rien. C'est ça. Lincoln est passé de garçon de ferme à tout faire à la présidence. Vanderbilt a commencé avec un simple bateau à voile. A.T. Stewart, le prince des marchands, est arrivé à New York avec très peu d'argent. Le livre célèbre la persévérance, le travail acharné, l'honnêteté. Pour James A. Garfield, par exemple, on raconte comment sa mère veuve a travaillé d'arrache-pied pour sauver leur ferme. Pour Horace Greeley, on souligne comment il a parcouru des États à pied pour rendre visite à ses parents. Ce sont des récits édifiants. Oui, conçu pour inspirer, pour montrer au lecteur que, peu importe d'où l'on vient, le succès est possible grâce à la force de caractère. Le message, c'est que votre origine ne compte pas. Seule votre volonté compte. Et ce n'est pas seulement des hommes d'affaires. On y trouve des inventeurs, des hommes politiques, des médecins comme J. Marion Sims. Et même des poètes. Oui, Henry Wadsworth Longfellow. La notion que réussite est donc assez large. Elle n'est pas que financière. C'est aussi la contribution à la société. Mais le moteur reste le même. Des individus qui ont surmonté les obstacles par leur propre effort.
C'est le cœur du rêve américain de cette époque. Alors, que retenir de cette plongée dans Dollars and Cents? On a cette philosophie de la vie basée sur la lutte, l'autonomie, Des conseils commerciaux à la fois pratiques et excentriques. et cette galerie de portraits qui célèbre l'homme parti de rien. C'est un témoignage fascinant d'une époque. Cette confiance absolue dans le mérite individuel, l'importance de la réputation, mais aussi une certaine dureté. Le succès y est présenté non seulement comme désirable, mais presque comme un devoir moral. Une preuve de sa valeur. Exactement. Et pour conclure, voilà une pensée à méditer. Ce livre était un guide pour réussir à son époque. Si on devait écrire un livre similaire aujourd'hui, Oui, qui figurerait dans la liste des modèles de réussite? Les entrepreneurs de la tech, les artistes, les activistes. c'est une excellente question. Et quels seraient les conseils fondamentaux? S'agirait-il toujours de se concentrer sur une seule chose ou au contraire de multiplier les projets? La réponse à cette question en dit long sur comment notre propre définition du succès a évolué.